État de siège, éruption volcanique de Nyiragongo. À l'heure des fake news et des réseaux sociaux, comment redorer l'image des médias et de la presse congolaise? Quelle orientation donner à la télévision nationale pour qu'elle puisse jouer pleinement son rôle? Le débat au féminin reçoit ce samedi, 13h30, après les infos, Chantal Kanimbo, ancienne présidente de l'UNPC et rapporteure au CESAC. Le débat au féminin, c'est sur Top Congo FM. Les avantages du sexe, c'est la thématique d'une émission qu'on pouvait suivre, lire à la RTNC2 le samedi 22 mai dernier, alors qu'au même moment à Goma, au courant de la même heure, Nyiragongo, le volcan, était en éruption. Une situation qui a révolté plus d'un et qui nous pousse aujourd'hui à nous poser la question sur la place des médias et des journalistes en République démocratique du Congo. Une profession qui se meurt, diront certains. À l'heure des réseaux sociaux et des fake news, comment redorer l'image des médias et des journalistes congolais? Nous recevons pour vous, dans le cadre de débat au féminin, Chantal Kanimbo, ancienne présidente de l'UNPC, actuel rapporteur du Conseil supérieur de l'audiovisuel congolais. Bonjour. Et de la communication. Bonjour madame et bienvenue. Bonjour madame Maroudia. Ah, ancienne de la RTNC aussi? Oui. Toujours de la RTNC, toujours, mais en détachement. En détachement, votre notoriété, on ne cessera jamais de le dire, ça traverse les époques, les âges. Avant cette émission, je me demandais, mais filez-nous l'astuce. Comment on peut demeurer Chantal Kanimbo après autant de temps? Ben, je ne sais pas. Peut-être que j'ai fait correctement mon travail. Et donc, le fait d'avoir été professionnel pendant toute ma carrière, c'est peut-être ça qui a marqué et qui fait qu'on ne m'oublie pas. Malgré le fait que j'ai passé plusieurs années au CESAC maintenant, et je ne fais plus le métier, je ne pratique plus le métier, mais ça me met du baume au cœur de temps en temps quand je rencontre des gens et qui me reconnaissent, qui m'en parlent. J'ai dit, ah bon, je pensais qu'on m'avait déjà oublié, mais là, on se souvient encore de moi et ça me fait plaisir, ça me donne une certaine fierté pour le travail, la qualité du travail que j'ai fait, parce que je me dis, peut-être que si je n'avais pas fait du bon travail, on m'aurait oublié, comme on en a oublié beaucoup, peut-être parce que j'ai fait du bon travail, que j'ai essayé durant toute ma pratique professionnelle de rester professionnelle, d'être journaliste tout simplement. Et c'est peut-être ça qui fait que je traverse les temps. Et ce qui est, j'allais dire, peut-être pas paradoxal avec vous, c'est que certains ne vous ont jamais vu exercer et pourtant ils font de vous leur idole. Vous êtes une référence même de ceux qui ne vous ont jamais suivi, n'ont jamais vu vos émissions. Et c'est ça qui est bien, c'est-à-dire la bouche à l'oreille, on parle, je suppose, on parle toujours du bien de vous. Du coup, ça pousse les uns et les autres à vous adopter comme modèle, comme marraine. Je pense oui, hein, dans toute société, on a des références, on a des modèles. Bon, moi-même, quand je grandissais, j'avais mes modèles à la télévision que j'aimais beaucoup regarder. Comme depuis que je suis toute petite, je rêvais de devenir journaliste. Et donc, il y a des journalistes que j'aimais beaucoup regarder à la télévision, zaïroises à l'époque et congolaises d'en face à l'époque. J'avais mes idoles. Je voulais devenir comme eux, faire comme eux. Et c'est tout à fait normal d'avoir c'est pourquoi dans toute société, je crois qu'on a besoin des références, on a besoin de modèles, on a d'une multiplication de modèles pour en inspirer d'autres et continuer à construire une société qui a des bons repères, qui a des bonnes valeurs, qui a des bonnes références et des bons modèles. Devenir comme eux, faire comme eux et à la fin, vous êtes devenu mieux qu'eux. Ben voilà, exactement. Donc, mieux que... Vous avez, quand on parle de Chantal Kanimbo, on voit deux sons de cloche. Et aujourd'hui, deux sons de cloche, c'était l'émission phare de la RTNC. Et aujourd'hui, la RTNC, dans toutes les langues, sur toutes les chaînes, en fait, sur toutes les bouches, les gens en parlent, surtout en mal. On se dit, mais comment on pouvait avoir une telle émission dans des années antérieures?
et qu'aujourd'hui on se retrouve avec une chaîne qui ne donne plus envie de suivre ce programme. À votre avis, qu'est-ce qui s'est passé entre du temps où vous étiez dans cette chaîne et actuellement, ce qui s'y passe là? Bon, d'abord, Deux sons de cloche, c'est vrai que je l'ai conçu, c'est vrai que je l'ai créé, c'était dans un contexte donné, pendant la conférence nationale souveraine. Les participants avaient pris des résolutions, un certain nombre de résolutions, dont une qui concernait la radio-télévision nationale, qui était accaparée par une seule opinion politique. Et donc, au niveau de la CNS, il était question que la radio-télévision nationale s'ouvre à l'expression d'autres opinions. Et donc, c'est dans ces contextes-là que j'avais pu créer cette émission. Et elle a réussi, elle a été bien accueillie par les téléspectateurs. Elle a rencontré les attentes des téléspectateurs. Quand j'ai décidé de prendre un détachement pour aller au Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, je l'ai confié à un collègue, Guy Matundu. Guy Matundu, bon, malheureusement, qui n'a pas pu continuer l'émission. Et puis, quelques années après, j'ai constaté qu'on avait confié la présentation à d'autres... Non, si on dit à lui d'or, Balikela, et bon, ça à passe deux autres personnes. Bon, je ne sais pas, je ne comprends pas pourquoi on n'a pas pu continuer cette émission. Mais je pense que pour la radio-télévision nationale, il ne suffit pas seulement d'avoir des émissions. Il faut changer de logo. Non, pas vraiment tout à fait. Pour l'accès de toutes les expressions d'opinion, c'est pas seulement dans les émissions. Ça devrait pouvoir s'observer également dans le contenu des journaux télévisés, des journaux radio-télévisés. Parce que quand on regarde les journaux radio-télévisés, il y a très peu d'espace à d'autres opinions sur des questions générales, de politique générale du pays, sur les questions d'intérêt général. On a l'impression que c'est davantage plus les institutions qui s'expriment. On entend moins les citoyens s'exprimer. Les acteurs de la société civile, par exemple, ils se plaignent énormément par rapport à l'accès aux médias, pas seulement les médias publics, mais même les médias privés, parce qu'il y a un coût qu'on leur demande. Si on peut comprendre que dans les médias privés, on puisse demander, même si c'est discutable, on puisse demander qu'on paye l'accès à la radio ou à la télévision ou dans les médias écrits, mais pour la radio-télévision nationale, qui est considérée comme un service public, ça ne devrait pas être le cas parce que c'est subventionné par l'État. L'État donne des moyens de fonctionnement à cet instrument du pays, et donc on ne devrait pas comprendre qu'on puisse faire payer pour accéder. C'est la chaîne la plus chère de la République, qui fait la concurrence aussi avec les médias publics, et le média privé, alors qu'elle est subventionnée. C'est aussi ça le problème. Par l'argent du contribuable congolais qui paye par les impôts, qui donne les moyens à l'État pour pouvoir également donner des moyens à la radio-télévision nationale pour ses services publics, et donc ça ne devrait pas être comme ça. Non, je disais, la qualité des contenus diffusés par les services publics devrait refléter la diversité du pays, devrait refléter la diversité, le pluralisme politique, mais le pluralisme social également. Quand on regarde les journaux télévisés de la RTNC, on y voit plus les dirigeants. On ne donne pas suffisamment la parole aux citoyens pour s'exprimer et parler de leurs problèmes. Il peut y avoir un accident sur la route, on n'en parle pas.
Là, on a vu ça avec l'éruption. Oui, déjà en 2002, moi, en 2002, j'étais malheureuse de suivre l'éruption du volcan Nyiragongo sur TF1 qui a ouvert son journal. Ah, mais c'était pareil le samedi dernier. Qui a ouvert son journal par ça. Et pas, la RTNC n'en parle pas, ce n'est pas normal. Plus de 20 ans après, l'histoire se répète quasiment de la même façon. Parce que l'histoire se répète peut-être parce que je pense que on devrait pouvoir définir la politique du gouvernement sur la radio-télévision publique, qui devrait donner un certain nombre de missions à ces services publics, parce que c'est un service public, et avoir moins de politique sur la radio-télévision nationale, et avoir une diversité de programmes, des programmes qui font quand même connaître le pays à une certaine époque. Moi, quand j'étais jeune, je regardais la télévision, je voyais une émission comme Zahir aux 1000 visages, où des équipes de la télévision s'est déplacées partout dans le pays pour faire connaître le pays. On devrait avoir ce genre de programme à la télévision nationale. Mais aujourd'hui, on peut zapper, c'est difficile de s'arrêter. Le journal télévisé, il est trop institutionnel. On ne voit que les dirigeants, on ne voit que les gouvernants, on voit très peu les citoyens congolais dans leur On connaît déjà quotidien. Le conducteur de la RTNC, on sait que c'est la présidence, la primature, le vice-primature. Donc sans même regarder le journal, vous savez de quoi il est fait. Voilà, le problème ne date pas d'aujourd'hui. Depuis que le pays est entré dans le processus de démocratisation avec le discours du 24 avril, on devait pouvoir observer un changement dans la radio-télévision nationale. Mais malheureusement, j'ai l'impression qu'il y a une chape politique qui pèse trop sur la RTNC, qui étouffe peut-être la créativité des dirigeants de la RTNC, parce qu'ils doivent se référer tout le temps aux politiques pour savoir le comportement à afficher, l'attitude à tenir face à tel problème. Quand il y a un événement qui se déroule, par exemple, il faut avoir l'autorisation du ministre pour pouvoir en parler. Je pense que cet élément joue énormément en défaveur des dirigeants et des responsables et des journalistes qui travaillent à la radio-télévision nationale. 3 ans après l'accession de nouveaux pouvoirs, certains estimaient que ça pouvait changer, mais bon, la RTNC reste la même. C'est-à-dire, certaines images, par exemple, au début, les génériques, à l'époque de Mobutu, vous avez dit, on voyait les messages du président, on en voit encore aujourd'hui. Hein. Oui, le générique commençait toujours avec un extrait prononcé par le président de la République dans différentes circonstances. On prenait l'extrait qu'on estimait le plus significatif dans les discours qu'il avait tenus le 24 avril 1990. Après le discours du président de la République, le PDG de l'époque, Dongo Bajanga, il a estimé, et je pense que c'était logique, il a estimé que c'était anachronique de commencer le générique avec ces discours, cet extrait du discours du président de la République qui affirmait avec force Tolingi Zahir, Ezala Lisanga Monko, Tatabo, Monko, Mamambo, Monko, Parti Monko, alors que le président de la République venait de déclarer que le pluralisme politique revenait de nouveau dans le pays. Et donc il a demandé à ce qu'on supprime cet extrait. Ça lui a coûté son poste et le lendemain il était viré. Et donc, il y a des attitudes je dirais... des pouvoirs en place quand même, parce que... Oui, qui persévèrent encore au niveau de la RTNC. Et donc, je pense que peut-être c'est... dans le mode des désignations des responsables de la RTNC, qui c'est quoi davantage rédévable à ceux qui les ont nommés, surtout que...
depuis 90, on est dans le contexte du partage équitable et équilibré dans les entreprises publiques, que ce sont les forces politiques qui désignent les dirigeants des entreprises publiques. C'est peut-être ça, ce contexte-là qui fait que la RTNC qui subit plus que les autres entreprises publiques l'achat politique, qui fait que il est difficile d'échanger certaines habitudes qu'on a connues, qu'on a vécues pendant le parti-État et qui continuent. Moi, parfois, quand il y a eu Mobutu est parti, l'AFDEL s'est installé. Je connais des gens qui critiquaient vertement l'OZRT à l'époque, les pratiques, les extraits du discours dans le générique, etc. Mais quand ils sont arrivés au pouvoir, bon... Ils ont fait la même chose. Donc, ils ont fait la même chose. Et donc, bon, je pense qu'il faut changer. Un peu aujourd'hui, ceux qui critiquaient Kabila font la même chose. Il faut changer. Il faut laisser la télévision publique, la radio-télévision publique jouer son rôle, les services publics, et changer le mode de désignation. Peut-être ça permettra de favoriser la créativité des dirigeants pour pouvoir donner les contenus que les gens attendent. C'est vrai que c'était dérangeant de voir sur la télévision publique une émission liée à la sexualité, alors qu'au même moment, il y a des Congolais qui vivaient un drame. La RTNC, c'est un programme qui était sur l'horaire de l'antenne ce jour-là, mais elle aurait pu interrompre ces programmes et faire une édition spéciale pour pouvoir parler de cela. Mais moi, je ne plaide pas en faveur des dirigeants de la RTNC, mais je connais comment ça se passe, ayant vécu différents événements au niveau de la RTNC. Les dirigeants doivent avoir le go du politique pour pouvoir organiser quelque chose et parler d'un événement qui se déroule dans le pays, parce que souvent c'est toujours considéré comme délicat. On n'est pas si différent de la Chine avec la RTNC ici, donc quadriller le message, parler que du Parti populaire. On n'est pas si différent de la Corée du Nord, de la Chine. Si on voit, c'est que les dirigeants, surtout de la RTNC, sont obligés de subir venant de la part des responsables politiques aussi. C'est ça, c'est ce qui est bien triste. C'est peut-être ça qu'il faut changer. Je pense que on peut... pas brutalement, peut-être on peut y aller par, comme disait quelqu'un, par dose homéopathique et changer. Bon, je vais vous raconter quelque chose. Il y a un ministre qui est arrivé, qui avait la volonté de vouloir changer les choses concernant les contenus, par exemple, du journal télévisé. Le changement a duré une semaine parce que monsieur a eu la pression de ses collègues ministres qui avaient envie de se regarder à la télévision et qui ne se voyaient plus, ou par exemple leur activité était traitée 30 secondes, 40 secondes selon l'importance du sujet. Et donc il y a eu une telle pression sur ce ministre-là qu'il a dû céder, et on a repris nos bonnes habitudes avec la hiérarchisation qu'on connaît. Présidence, primature, vice-primature. Voilà, la hiérarchisation qui vont à l'encontre des critères que nous avons appris, les critères des sélections, des hiérarchisations de l'information en ce qui concerne le journal télévisé. Il y a un sujet qui peut être un sujet à débat ou un choix politique fait par le gouvernement en place. Je pense que le débat devrait pouvoir permettre à ceux qui sont dans l'opposition de pouvoir donner aussi leur point de vue sur ces choix-là. C'est ça qui enrichit, c'est ça qui fait le débat, mais malheureusement, on n'en est pas encore là. Je crois
crois que, comme je le disais, ça devrait être quelque chose qui devrait pouvoir s'organiser graduellement pour que tous puissent comprendre quand on est dans l'opposition. C'est vrai, on crie. Hein, moi, j'ai l'expérience, j'ai vécu ça. On crie à certaines choses et puis quand on arrive au pouvoir, bon, on oublie un peu. On s'accommode aux choses qu'on décrit, à certaines pratiques qu'on décrit. Mais est-ce que parler des pesanteurs politiques comme un frein dans la modernisation ou l'émergence, le développement de la RTNC, c'est pas un peu trop facile? Il n'y a pas une responsabilité des journalistes de la RTNC eux-mêmes? Ils n'osent pas, ils sont complaisants. Ils ne revendiquent pas. Non, mais ils s'accommodent de cette... Je ne pense pas qu'ils soient complaisants. Je pense que ça dépend justement de la politique définie par le gouvernement, des missions confiées au service public de l'audiovisuel, à la direction générale. Et la direction générale, une fois, c'est sans qu'elle peut initier certaines choses pour améliorer le contenu des programmes diffusés par la RTNC, la direction générale conviera les responsables des différentes directions pour leur donner, voilà, le contrat que nous avons avec l'État congolais, avec pas seulement l'État congolais, mais avec les citoyens congolais également. C'est 1, 2, 3, 4, 5. Et je voudrais que vous élaboriez une grille de programme qui tienne compte de cela. Et que cette grille de programme soit respectée et pas toujours bousculée par les impératifs politiques des directs, des tels, ou de la diffusion des plénières, par exemple, du Parlement, qui bouscule le programme de la RTNC. Je pense que si la direction générale avait cette marge de manœuvre, elle ferait le travail qu'on attend d'elle. Et voilà. Moi, je me souviens, par exemple, quand Étienne Tshisekedi avait été nommé Premier ministre, le directeur général est allé demander au Premier ministre des instructions pour voir comment il devrait se comporter. Et moi, j'avais apprécié la réponse du Premier ministre Étienne Tshisekedi. Il dit, mais qu'est-ce que vous attendez de moi? Quelles instructions? Allez faire votre travail. Vous savez ce que vous devrez faire. C'est une télévision publique. Allez faire votre travail. Et donc, si on laissait cette marge de manœuvre à la direction générale d'organiser les choses de manière professionnelle pour que aussi bien les gouvernants que les citoyens se retrouvent dans les contenus, parce que ce sont les citoyens après tout qui par leurs contributions, par leurs impôts donnent à l'État les moyens pour pouvoir faire fonctionner les services publics de l'audiovisuel. Donc ils devraient pouvoir se retrouver dans les contenus qui sont diffusés, pas seulement les gouvernants. Pour ceux qui nous suivent, je rappelle que nous recevons Chantal Kanimbo, ancien président de l'UNPC, mais également rapporteur au CESA. Mais ici, je parle en tant que Chantal Kanimbo, pas rapporteur du CESA. Non, parce qu'on ne parlera pas du CESA, vous pensez? On doit bien parler du CESA un peu. Si vous voulez, mais concernant la RTNC, non, en tant que Chantal Kanimbo par rapport à mon expérience personnelle dans cette entreprise qui m'emploie. Voilà, on voulait changer de chapitre parce qu'on a parlé de la RTNC. On se devait de parler de la RTNC, c'est notre chaîne. Donc c'est la chaîne mère, c'est elle qui fixe aussi le cap. Tout à l'heure, vous me disiez pendant le briefing, la RTNC n'est pas la seule à devenir purement institutionnelle, c'est presque dans tous les médias. Ah oui. On ne donne plus la parole aux citoyens. Oui, exactement. C'est-à-dire, on peut taper là sur la RTNC, mais bon, on n'est pas non plus clean, nous, les médias privés. Hein. Mais tout à fait. Mais justement, par rapport à mon expérience, nous, quand on nous tapait, on a même brûlé notre carte de reportage à l'époque parce que par des citoyens, moi, je comprends ça. C'était tout à fait un mouvement de colère normal parce que
les citoyens ne se retrouvaient pas dans les contenus que nous proposions, surtout dans les journaux télévisés. Donc moi, à l'époque, je me disais, ok, on a 2 médias privés qui viennent d'arriver. Au départ, ils faisaient des sujets qui intéressaient les citoyens, etc. C'était Antenne a été donc, quand même. voilà. Et donc moi, je me disais, bon, peut-être qu'ils vont nous aider à suivre, à faire ce qu'on attend de nous. Mais ça a duré quelques temps. Malheureusement, j'ai constaté que l'audiovisuel privé avait rejoint aussi l'audiovisuel public dans les contenus, surtout du journal télévisé. Quand je regarde le journal télévisé, ce sont les mêmes éléments, les mêmes traitements. Et de chaînes privées, c'est exactement la même chose, la même hiérarchisation. Bon, on parle plus, on donne plus la parole aux gouvernants, aux dirigeants, et les citoyens. Ce sont eux qui payent les espaces. On n'a pas une politique économique des médias dans le pays. C'est ça aussi. Est-ce que ça justifie ceci, justifie cela? Non, mais ça devrait être justement. C'est pourquoi. Je pense qu'il est important. On a eu des états généraux de la presse dans notre pays. Il y a quelques années, ces états généraux ont permis de faire voter une loi sur les modalités de l'exercice de la liberté de la presse et de fixer le cadre légal dans lequel devraient évoluer les médias. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes qui se posent. Des contenus diffusés aussi bien par le service public de l'audiovisuel que par le privé. Et donc, il est important, comme nous l'avons dit, dans cet atelier, on s'est retrouvé à Zongo pour réfléchir justement sur les défis qui se posent au secteur médiatique dans notre pays, qu'il est impérieux de pouvoir organiser les états généraux de la presse. Parce que ces états généraux pourront réfléchir sur le cadre légal pour la télévision, la radio-télévision publique, pour l'audiovisuel privé, pour la presse écrite, pour les médias en ligne, pour la gestion des réseaux sociaux. Il y a tellement de défis dans le secteur des médias qu'il est important de se retrouver, et de réfléchir et de définir les nouveaux cadres qui devraient réglementer, réguler l'espace médiatique dans notre pays. Tous ces problèmes que vous posez méritent d'être examinés en profondeur et pouvoir faire des propositions qui pourront permettre, favoriser, par exemple, comme on en a parlé à Zongo, la mise en place d'une économie des médias qui permettrait aux médias de pouvoir la création, je dirais, des activités liées autour des activités économiques liées autour du secteur des médias, et donc de créer, comme le disait si bien Willy Kalengai qui avait proposé l'idée, de créer une économie du secteur médiatique qui n'existait pas, et donc qui permettrait aux médias de mobiliser les moyens, parce que faire la radio, faire la télévision, ce n'est pas juste acheter les équipements émetteurs, etc. Bon, maintenant on est dans la TNT, on n'a même pas besoin d'acheter l'émetteur, on est devenu éditeur, donc on produit ces programmes et on les édite. Et donc les médias devraient pouvoir investir beaucoup de moyens dans la production des programmes. Aujourd'hui, on est dans la TNT. Quand on regarde la TNT, on a plus d'une centaine de chaînes de télévision, mais on a du mal, en zappant, à s'arrêter et à trouver un programme attrayant, qui vous intéresse et qui vous permet d'apprendre quelque chose. Parce que les missions reconnues aux médias, c'est quoi? C'est informer, c'est former ou éduquer et distraire. Mais quand on regarde, on est plus dans la distraction et information, on est plus dans la politique,
on parle très peu d'autres sujets, pourtant, qui peuvent intéresser les citoyens, qui peuvent aider à éduquer les citoyens. La politique, non, mais justement, c'est pourquoi ça il faut ça contribue à la survie des journalistes. Non, mais ça ne devrait pas être comme ça. Partout ailleurs, c'est la publicité qui paye. On crée d'autres opportunités pour pouvoir financer les médias, mais ce sont pas les politiques qui devraient. Mais on est à l'image du pays. La presse est à l'image du pays. Oui, mais justement, c'est ça qui pose un problème d'indépendance. Nous réclamons souvent l'indépendance du journaliste, mais quand on demande des frais de diffusion aux sources d'information, et donc vous êtes tenu de diffuser des choses qui soient agréables à ceux qui ont payé ces frais de diffusion. Mais s'il y a quelque chose qui ne va pas et qui va à l'encontre de l'intérêt général du pays, l'intérêt général des citoyens congolais, vous n'allez pas en parler, vous n'allez pas diffuser parce que on va vous réclamer les frais que vous avez perçus pour la diffusion de cet élément qui fait, au lieu de donner l'information, qui fait plus le marketing ou la communication des sources qui vous permet d'avoir un peu d'argent. Et donc, on devrait pouvoir réorganiser les secteurs pour éviter ce genre de situations qui favorisent la dépendance des médias vis-à-vis des politiques, vis-à-vis des pouvoirs économiques, etc., et qui ne permettent pas vraiment l'exercice de la liberté comme on l'entend. On peut parler bien d'autres choses encore, le fait qu'on soit journaliste mais également attaché de presse, conseiller en communication. Vous avez été attaché de presse, conseiller en communication? Non. Non, c'est des genres qui sont tout à fait différents. L'information, c'est l'information. Attaché de presse a une mission de vendre un produit pour l'intérêt de la personne qui l'emploie, tandis que l'information défend l'intérêt général. Exactement. Et c'est ça la différence. Et moi, ça ne m'a jamais intéressé d'être attaché des presses ou conseiller en communication. C'est autre chose. C'est différent de faire de l'information. Et le mélange de ces genres, justement, c'est ça qui tue aujourd'hui les secteurs des médias dans notre pays. On est plus dans la personne. On est attaché des presses d'un ministre et le soir, on présente le journal. Et dans ce journal, on diffuse votre propre reportage sur votre ministre. Avec votre voix. Avec votre voix. Mais attendez... on est dans l'information, on est dans la communication, on est où là? Et donc on devrait pouvoir examiner tous ces problèmes qui sont liés à la situation économique, essentiellement je pense à la situation économique des médias, qui emploient des journalistes sans contrat de travail, sans rémunération, et donc les journalistes sont amenés à mélanger les genres justement pour pouvoir gagner leur pitance, et ça, ce n'est pas normal. Et ceux qui investissent dans les secteurs, je pense que ce n'est pas non plus normal que vous investissez dans les secteurs et que vous décidez d'employer des ressources humaines et que vous ne les rémunérez pas. C'est une violation d'abord du Code du travail. Il y a une législation en matière du travail qui existe dans notre pays. Vous ne pouvez pas employer quelqu'un et sans le rémunérer. Il preste ses services gratuitement. Dans ce pays, il y en a qui ont fait 10 ans, 12 ans sans être payés par les organes. Non, mais parce que je pense que c'est parce que aussi nous-mêmes journalistes, nous acceptons cela. Nous refusons de créer, par exemple, des syndicats au sein des entreprises médiatiques qui nous emploient pour pouvoir revendiquer nos droits, alors que la loi nous le permet. On préfère se contenter justement de ces pis-aller, de ce que nous appelons coupage, et on pense que ça devrait pouvoir continuer comme ça. Non, c'est malheureux. On devrait pouvoir dire non à un moment, s'arrêter, dire non,
redonnons à ce métier sa noblesse quand même. Arrêtons de nous comporter comme des chichi boys. Faisons le journalisme selon les règles universelles reconnues à ce métier pour pouvoir donner aux citoyens ce qu'ils attendent des journalistes pour pouvoir devenir effectivement quatrième pouvoir. Nous aimons bien dire quatrième pouvoir, mais on a dit quatrième pouvoir parce que ailleurs, les journalistes ont montré qu'ils étaient un pouvoir sur lequel il fallait contrer pour permettre de maintenir les équilibres dans la société. Mais quand on dépend essentiellement des politiques... Des autres pouvoirs, c'est que vous n'êtes plus... On dépend de l'exécutif, c'est qu'on n'est plus un pouvoir. Et voilà, on n'est plus du tout un pouvoir. Et donc arrêtons de nous appeler ici, en République démocratique du Congo, quatrième pouvoir. On ne l'est vraiment pas. Hein. Chantal Kanimbo est notre invitée dans le cadre de débat au féminin. Le problème du journaliste, c'est certes le journaliste lui-même. C'est peut-être la politique au niveau national, mais c'est également les instances des régulations. L'UNPC, CESAC, vous êtes une ancienne présidente de l'UNPC, vous êtes maintenant au CESAC. Il paraît que le travail, vous ne le faites pas comme il faut, vous ne l'aviez pas fait comme il se devait. Parce que maintenant, on peut dire quand le président... C'est ça comme médias, UNPC. Non, il faut faire la part des choses. C'est ça que régule les contenus des médias. L'Union nationale de la presse du Congo autorégule les journalistes, attribue la qualité des journalistes, délivre la carte des presses qui permet, en principe, d'exercer le métier de journaliste dans les conditions qui sont fixées par les statuts de l'Union nationale de la presse du Congo pour protéger le métier. Et donc, bon, je pense, Élisée Odia, que, comme je le disais, tous ces problèmes-là sont vraiment des défis qui doivent rencontrer des solutions qui devraient être mûrement réfléchies, et les états généraux de la presse permettront justement de réfléchir à tous ces problèmes que vous... En attendant, on fait quoi? Parce qu'on continue d'écrire, on continue de parler, on continue de faire en attendant ces états généraux. En attendant, il faut que le journaliste, d'abord, exerce son métier selon le code de déontologie et de l'éthique professionnelle. Si déjà on respectait les différents articles de ce code de déontologie et de l'éthique professionnelle, ça changerait énormément la donne dans l'espace médiatique congolais. Si on respecte les lois de la République en matière de fonctionnement des médias, ça sera déjà quelque chose. Parce qu'on parle état de droit aujourd'hui. État de droit, c'est le respect des lois du pays. Vous voulez monter une entreprise dans les secteurs des médias, l'État a donné les conditions pour cela. Dans la loi du 22 juin 1996, il vous faut 1, 2, 3, 4, 5, 6 conditions à remplir pour pouvoir opérer. Vous n'avez pas des sièges, mais vous prétendez être une entreprise qui n'a ni adresse, comme beaucoup de médias aujourd'hui qui diffusent sur la TNT, on ne sait pas où les trouver. Bon, nous, vous parlez du CESAC, nous sommes dépassés parce que nous pensions qu'avec l'avènement de la TNT, ça devrait nous permettre d'assainir un peu le secteur des médias, d'identifier tout le monde, d'enregistrer tout le monde et de vérifier que les conditions fixées par la loi sont remplies par ceux qui veulent opérer dans les secteurs. Mais nous sommes surpris chaque jour de constater qu'il y a une chaîne qui est sur la TNT, on ne sait pas où est-ce qu'on va la trouver, on ne sait pas où est-ce qu'elle est logée, etc. Mais vous ne travaillez pas comme un accord avec la migration, c'est quoi, la direction de migration, la coordination? Nous ne sommes pas dans la coordination, nous ne sommes pas dans le comité de pilotage Ce sont des choses à changer. De la TNT, on n'est pas dedans, et donc on aurait souhaité qu'il y ait quand même des passerelles de collaboration, d'autant plus que la loi dispose que tout opérateur médiatique, avant de fonctionner, doit être enregistré au niveau du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Il devrait y avoir des passerelles entre nous et la coordination avant de mettre
un média sur la TNT, de l'envoyer obtenir d'abord l'avis conforme, comme la loi le demande, l'avis conforme du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, qui va examiner le cahier des charges édicté par le gouvernement que tout opérateur des médias signe avec le ministère ayant les médias en sa charge. Et nous examinons la grille des programmes. Est-ce que cette grille de programme est conforme à ces cahiers des charges que vous avez signés avec l'État congolais? De vérifier est-ce que le directeur de programme, il est professionnel? Est-ce qu'il a de l'expérience? On examine son CV pour voir s'il a de l'expérience, dans quel média il a travaillé, etc. Parce que c'est le directeur de programme qui est le responsable des contenus diffusés, conformément à la loi du 22 juin 1996. Et nous, au niveau du CESAC, nous sommes là pour faire appliquer les lois qui réglementent l'exercice de la liberté de la presse dans le pays. Et donc, quand on se retrouve surpris de voir qu'il y a un média qui émet déjà, qui est édité au niveau de la TNT, ça rend la tâche difficile aux régulateurs de pouvoir contrôler les contenus. Parce que pour contrôler les contenus, il faut connaître ceux qui diffusent des contenus, mais si vous ne les connaissez pas, comment vous allez faire pour contrôler, faire le monitoring des contenus qui sont diffusés? Donc la coordination de la migration difficile. TNT ne devrait pas se plaindre de manque des contenus très peu alléchant au niveau de la TNT, parce que justement, il n'y a pas cette collaboration. Et voilà, malheureusement. Malheureusement, il n'y a pas cette collaboration. Donc la faute, c'est pas tant qu'aux journalistes, mais il y a cette collaboration entre différentes institutions censées veiller sur... mais on se demande, mais pourquoi ils travaillent pas ensemble? Mais alors tout le monde se plaint, mais tous refusent de travailler ensemble, alors que tout le monde souhaite le même résultat. Non, mais s'il y a un opérateur qui souhaite investir dans le secteur et qui va, comme on est dans la TNT, on devrait l'envoyer d'abord au niveau du CESAC avant de pouvoir l'aligner sur la TNT. Vous avez votre avis conforme du CESAC? Oui. On l'examine avec l'avis conforme, on s'est dit donc c'est un opérateur qui a respecté les conditions fixées par l'État pour pouvoir opérer dans les secteurs, on peut l'aligner sur la TNT. Mais quelqu'un qui n'a aucun avis conforme du CESA, vous l'alignez sur la TNT, vous devrez assumer la responsabilité des contenus qui sont diffusés, parce que ce sont des contenus probablement qui ne répondent pas, qui ne respectent pas les conditions fixées par l'État dans l'exercice de la liberté de la presse. La liberté de la presse, elle est garantie, mais sous respect des lois de la République. La liberté, c'est pas le libertinage, elle est organisée, elle est encadrée dans l'intérêt général. Parce que quand on regarde les contenus qui sont diffusés, il y a des contenus qui ne respectent même pas la signalétique. Il y a différents publics pour la télévision. Il y a des publics jeunes à qui on propose des contenus qui ne leur sont pas destinés. Vous voyez, tout ça, ça pose un problème. Donc, il devrait y avoir une synergie entre les différents services de l'État pour permettre justement de garantir l'intérêt général de tous consommateurs des médias. Chantal Kanimbo va très bientôt terminer. Nous sommes pendant l'état des sièges, même si ça n'intervient que dans 2 provinces du pays. Quel regard? Ça fait un peu plus de 2 semaines que cela a été décrété par le président de la République, 2 semaines après. Vous pensez que les médias et les journalistes sont à la hauteur de ce qui se passe au pays? Est-ce qu'il y a des choses à revoir? Bon, à la hauteur, je ne sais pas. Mais je suppose que les journalistes font leur travail de donner les informations qui intéressent tout citoyen congolais qui voudrait savoir comment ça évolue, comment ça se passe là-bas, comme pour tout événement, comme récemment avec Nirangongo. Mais nous, au niveau du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, nous avons fait une recommandation aux médias
pour leur donner, leur fixer le comportement à avoir dans la collecte, le traitement et la diffusion des informations liées aux deux provinces mises en état de siège. Et donc, on ne peut pas diffuser des informations venant de ces provinces de n'importe quelle manière. On doit le faire de manière responsable, en respectant les règles déontologiques et de l'éthique professionnelle, en puisant ces informations aux sources autorisées, parce que c'est une zone qui est en état de siège, et les sources autorisées sont les autorités militaires et les forces de l'ordre. Et donc, nous avons fait cette recommandation où nous avons donné des orientations aux journalistes, aux professionnels des médias pour pouvoir se comporter de manière à être utile à la République démocratique du Congo, aux citoyens congolais vivant dans ces provinces et aux citoyens congolais vivant ailleurs qui sont en communion avec leurs compatriotes qui sont dans ces provinces. Donc, c'est juste de recommandations, pas une contrainte. Est-ce que vous avez cette... Non, il faut que je vous explique. La régulation, ce n'est pas de... Je ne sais pas quel mot utiliser. Nous ne faisons pas de la coercition. Nous aidons les médias à exercer la liberté de la presse en toute responsabilité. Et donc, il n'y a pas de contrainte. Une recommandation, c'est une orientation que nous donnons. Mais ils arrivent à se sanctionner. Nous disons, voilà, c'est des provinces qui sont sous état de siège, qui sont gouvernées par des militaires. Et pour aller là-bas, vous devrez prendre votre accréditation au niveau du ministère de la Communication et des médias. Et quand vous y allez, vous devrez vous mettre en contact avec les responsables militaires de ces provinces. Vous ne pouvez pas prendre, par exemple, des informations qui sont diffusées sur les réseaux sociaux sans les vérifier, vous les diffusez. Faute de quoi? C'est une faute professionnelle d'abord, de diffuser une information qui n'est pas vérifiée, qui n'est pas recoupée, qui n'est pas contre-vérifiée, etc. Parce que les règles déontologiques, on insiste sur ça. Un journaliste professionnel, il collecte une information, il a une information, il doit pouvoir la recouper avec différentes sources fiables, il doit pouvoir vérifier avant de la diffuser. Or, dans les réseaux sociaux, souvent, on met n'importe quoi. Et si vous, journaliste, vous prenez une information qui est sur WhatsApp, Facebook, vous ne procédez pas aux techniques professionnelles recommandées et vous la mettez à la disposition du public, vous allez être responsable des conséquences que cette information diffusée pourrait entraîner. D'où des poursuites peut-être à l'encontre de certains journalistes parce qu'il y a des infractions, des imputations dommageables, même si on milite pour... C'est pourquoi nous avons fait cette recommandation pour éviter justement ce genre de situations. Et les journalistes professionnels qui font leur travail selon les normes, je ne pense pas, et ça existe quand même dans ce pays, je ne pense pas que ces journalistes-là donneraient des informations liées aux provinces en état de siège de n'importe quelle manière, parce que ce sont des journalistes responsables. Merci Chantal Kanimbo d'avoir été notre invitée, mais la question que certains se posent, vous partez quand du CESAC? Quand le mandat sera terminé, avec l'ordonnance du président de la République qui investit les membres du CESAC avec... Bon, je voudrais quand même, si vous permettez, je vous en prie, pouvoir expliquer la procédure pour le CESAC. Les membres du CESAC sont désignés par différentes composantes.
les institutions de la République, le président de la République, le président de deux chambres du Parlement, le Premier ministre, le Conseil supérieur de la magistrature, le Conseil national du barreau, les organisations professionnelles. Le mandat, il est de 4 ans, renouvelable une fois. Le premier mandat était arrivé à terme. On a demandé aux différentes composantes de désigner leurs délégués. Ça a été fait. Ça a été fait. Vous avez été reconduit pour l'UNPC. Ça a été fait. On a transmis à qui des droits, c'est-à-dire le président de la République, pour l'ordonnance d'investiture. Voilà. On attend. Et donc, on l'attend. C'était bien avant quand même les élections de 2018 que tout ça a été fait. On attend, mais en attendant, ça ne nous empêche pas de vous voir toujours là, d'autant plus que vous êtes en train de faire bien ce travail. Donc, on est là, on attend le président de la République. Merci d'avoir été de nôtres. Un dernier mot, je suis sûre que les gens sont c'est elle, franchement, c'est elle. Ça doit être, j'allais dire l'extase, mais je dis oui, c'est elle. On a reçu Chantal Kanimbo. Ah, moi, on a reçu Chantal, la seule, l'unique. Ouais, on l'a reçue sur Top Congo. Un mot à ses auditeurs. C'est pas la première fois que je passe sur Top mais Congo. Bon, dans le cadre de débat féminin, nos auditeurs, ils se disent. Non, je vais dire un mot. J'apprécie beaucoup Top Congo. J'apprécie la qualité de travail fourni, c'est un travail professionnel. Je pense que c'est pour ça que Top Congo a une grande audience. C'est l'exemple quand on fait un travail qui répond aux attentes des consommateurs des médias. Naturellement, vous allez avoir de l'audience et c'est un travail qui permet d'avoir des informations de toute la République démocratique du Congo. C'est un travail professionnel. Je ne sais pas si Top Congo a un budget de plusieurs millions pour pouvoir faire ce travail, mais moi je constate qu'il y a des professionnels qui font ce travail, peut-être en n'ayant pas de moyens importants, mais qui essayent de rester professionnels. Et je crois que ça, c'est ce que on peut demander à tous les médias de notre pays. Nous connaissons le contexte économique difficile, mais avec professionnalisme et avec un minimum de moyens, on peut faire un travail qui est apprécié, qui est correct. Et ça, je voudrais saluer ce travail-là comme mot de la fin. Voilà, de saluer le travail de Top Congo. Tout le mérite revient à Christian Lusakweno, toute l'équipe, Thierry Kambundi, les techniciens, les journalistes. Le mérite vous revient pour ce travail de titan que vous abattez. Et comme vous l'avez dit, Top Congo est mobilisé par rapport à ce qui se passe à Goma, à Nyiragongo. On vous donne des informations heure par heure, jour, à chaque minute. Dès qu'il y a une nouvelle information, la rédaction, la chaîne est mobilisée pour essayer d'informer. Et si vous avez la possibilité, vous suivez le Top Congo, passer le message à nos frères et sœurs qui sont dans la partie est du pays, qui doivent non seulement subir l'état d'urgence, mais également cette sorte de catastrophe naturelle avec l'éruption de volcan Nyiragongo. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné dans le cadre du débat au féminin. On se dit au revoir et on se donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de votre magazine Le Débat au féminin. À très bientôt. État de siège, éruption volcanique de Nyiragongo. À l'heure des fake news et des réseaux sociaux, comment redorer l'image des médias et de la presse congolaise? Quelle orientation donner à la télévision nationale pour qu'elle puisse jouer pleinement son rôle? Le débat au féminin reçoit ce samedi, 13h30, après les infos, Chantal Kanimbo, ancienne présidente de l'UNPC et rapporteure au CESAC. Le débat au féminin, c'est sur Top Congo FM.